Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui enflamme l'actualité dernièrement et c'est la cyberintimidation. Comme vous le savez sûrement, plusieurs vedettes se sont fait attaquer sur les médias sociaux, dont Sophia Loren et Andy Duquette, et elles se sont levées pour dénoncer ces actes. Mais les artistes ne sont pas les seuls à subir de l'intimidation sur le net, les jeunes aussi. On voit vraiment qu'il y a une problématique sociale qui s'installe et pour en discuter, la psychologue que vous allez sûrement reconnaître, Marianne Sergerie, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marianne. Bonjour Valérie. Ça va bien? Oui. Dernièrement, on voit et on entend souvent dire telle personne a été victime de body shaming. Mais qu'est-ce que le body shaming? En fait, le body shaming, c'est quand une personne émet des commentaires, des critiques très, très négatives, voire humiliantes à l'endroit d'une autre personne, sur notamment son apparence corporelle, donc au niveau de l'apparence physique, au niveau du poids surtout, de la taille. Donc, c'est effectivement ce qu'on a pu observer dans la situation avec Sophia Loren dernièrement, donc où autant des personnes du public émettaient des commentaires très négatifs par rapport à son apparence, mais aussi des fois on peut retrouver des commentaires de ce type-là dans les médias. Donc les médias sociaux favorisent entre autres la diffusion d'informations rapides. Ça peut être positif quand c'est des commentaires qui sont favorables, mais ça peut avoir vraiment un impact assez grand quand c'est des commentaires qui sont discriminatoires ou encore qui sont humiliants à l'endroit d'une autre personne. Il n'y a pas seulement les célébrités là, qui peuvent subir, en fait, être victimes de body shaming. Il y a aussi des adolescents, par exemple, qui peuvent être victimes de ça par l'entremise, entre autres, des médias sociaux. Critiquer quelqu'un sur son aspect corporel, ça nourrit la cyberintimidation, mais est-ce que la cyberintimidation peut se manifester sous d'autres formes? Oui, la cyberintimidation va se manifester sous plusieurs formes. Donc, qu'est-ce que c'est aussi la cyberintimidation? Oui. C'est quand on va intimider une personne par l'entremise des nouvelles technologies. Donc, le body shaming est une forme, dans le fond, de cyberintimidation. Donc, quand on va voir des commentaires négatifs, des critiques, des insultes qui vont être publiées soit par l'entremise des médias sociaux, mais aussi des fois dans des communications, des conversations. Donc, ça peut être aussi. C'est ça. Donc, ça peut être des textos envoyés à la victime, ça peut être des chats, donc ça va prendre vraiment plusieurs formes. On peut voir aussi des fois des personnes qui vont usurper l'identité d'une autre personne pour la mépriser ou la dénigrer. Donc, à ce moment-là, prendre l'identité, voler son identité, créer un faux compte. Créer une page Facebook. Exemple, quelqu'un créerait une autre page Facebook à mon nom. Tout à fait. Donc, ça pourrait être une cyberintimidation? Oui, parce que surtout s'il y a de l'information qui est divulguée, qui est de nature discriminatoire, donc à ce moment-là, ça serait une forme de cyberintimidation. Il y a aussi de publier des photos embarrassantes. Donc ça, c'est également une forme de cyberintimidation dont on a souvent entendu parler dans les dernières années. Je pense entre autres au cas de Rethea Parson, je me rappelle plus trop de son nom, mais qui, elle, avait été victime d'un viol collectif et où il y avait eu une diffusion, un partage et de la cyberintimidation par rapport à des images de ce qu'elle avait vécu et ça avait mené malheureusement au suicide de cette personne-là. J'ai vu dernièrement un documentaire qui était très intéressant, donc Audrey Daisy sur Netflix, qui parlait de cas similaires aux États-Unis où on voit les conséquences de la cyberintimidation. Donc oui, au départ, il y a de l'isolement. Souvent, la personne va avoir tendance à s'isoler quand elle est victime. Ça va amener des conséquences au niveau de l'estime de soi. Donc, on va voir une baisse au niveau de l'estime. Différents impacts dans sa vie aussi. Là. Ça va avoir des altérations au niveau du fonctionnement qu'on appelle. Mais dans certains cas, on va voir apparaître des idées noires, des idées suicidaires et même des personnes qui vont passer à l'acte malheureusement. Donc, c'est un documentaire super intéressant qui, en fait, malheureux par rapport aux histoires qui sont survenues, mais qui illustre justement des personnes qui ont été victimes au départ d'agressions sexuelles, mais où l'information a été partagée sans leur consentement, bien entendu. Là. Puis, sur le net, ça se partage en un claquement de doigts, puis des milliers de personnes peuvent le voir. C'est ça, le danger, c'est la vitesse à quel point l'information se partage vite. Tout à fait. C'est instantané. Donc, l'information se diffuse très, très rapidement, peut être très large. C'est un des effets, je dirais, de la cyberintimidation dans le sens où on ne peut pas nécessairement savoir combien de personnes ont été témoins de l'intimidation. Donc, ça a des effets assez insidieux sur
sur les victimes. C'est aussi difficile parce que l'intimidation ne cesse jamais. Autrefois, bien que c'était des situations qui étaient difficiles, l'intimidation pouvait dans le fond, se produire à l'école. Quand la personne revenait à la maison, elle pouvait avoir un peu de répit. Elle pouvait se réfugier. Maintenant, c'est ça, avec la cyberintimidation, bien aussi, l'intimidation se poursuit à l'intérieur du foyer. Donc, ça entraîne encore là des conséquences assez sérieuses. C'est bon que tu émettes ce point-là parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Le fait que les jeunes aujourd'hui continuent de se faire intimider à la maison, en ligne, comment réagir face à la cyberintimidation? C'est une question qui n'est pas évidente nécessairement à répondre, mais il y a quand même plusieurs éléments qu'on peut faire. C'est sûr qu'à la base, il y a, premièrement, protéger ces informations, donc pour ne pas faire en sorte que les autres puissent les prendre puis les utiliser contre nous, protéger ces mots de passe, donc adopter des comportements qui sont sécuritaires par rapport à nos comportements en ligne, faire attention à ce qu'on divulgue de nous-mêmes. Donc, c'est sûr que des fois, on s'est retrouvés dans des situations aussi par le passé où, disons, deux adolescents dans le cadre d'une relation amoureuse échangeaient des photos qui pouvaient être plus intimes. Puis, des fois, même quand la relation n'était pas terminée, le contenu pouvait sortir et être divulgué et être transmis à l'école en entier. Donc, d'être sensible à ça, dire, OK, c'est quoi l'impact de ce que je produis comme matériel et comment il peut être repris dans d'autres contextes. Être conscient aussi de l'impact de si nous, on diffuse cette information-là. Des fois, les gens vont avoir l'impression que c'est pas vraiment eux, ils font juste comme la partager, mais dans le fond, ils sont aussi... Oui, il y a des impacts. Tout à fait. Puis, je pense que, il y a des conseils de base qui sont de peut-être se retirer de l'environnement quand il y a de la cyberintimidation, de bloquer les messages, les textos qu'on reçoit dans ces contextes-là, d'en parler à un adulte de confiance, un parent, un enseignant, un ami de la famille, donc d'essayer de trouver des solutions. Dans les écoles aussi, il y a beaucoup de protocoles qui sont faits pour l'intimidation, pour essayer d'enrayer ce phénomène-là. Il y a de l'information sur tel jeune aussi, puis dans les cas plus graves, on pourrait aussi considérer aller voir la police. Merci beaucoup pour toutes les ressources que tu as données aujourd'hui, Marianne. On se voit la semaine prochaine pour les relations virtuelles. Oui. Super. Salut tout le monde.